Koya. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, rappelle un écrivain. La colère ne baisse pas chez les avocats depuis cette agression d'un de leurs par le procureur par intérim du TPI de Koya. Réuni en assemblée générale vendredi, le barreau de Guinée décide de bouder les audiences pour 2 semaines. Le ministre, lui, attend des preuves afin de prendre une décision. Et pendant ce temps, le dossier risque de paralyser le fonctionnement normal de la justice guinéenne. Et puis, les enseignants contractuels seront engagés à la fonction publique à partir du mois de janvier 2024. Un protocole d'accord signé la semaine dernière en fait foi. C'est le résultat d'un énorme sacrifice impliquant la rénonciation au paiement des aérés de salaires et de primes. Mais des inquiétudes sont soulevées car ces enseignants contractuels devront impérativement passer par un concours avant leur intégration à la fonction publique, d'autant plus qu'ils avaient décidé de renoncer à leur salaire au profit de leur engagement, même si le ministre de l'administration du territoire et de l'administration du territoire et de la décentralisation parle de concours exclusivement réservés aux enseignants contractuels ayant servi dans les salles de classe l'année dernière et dont les diplômes avaient été authentifiés, et que ce concours sera simplement une formalité pour ne pas tordre le cou à la loi. Faut-il craindre le scénario de 2016 où plusieurs militants du parti au pouvoir avaient eu l'occasion d'avoir accès à la fonction publique? Crescendo. Nous posons le débat dans cette émission Le Scanner. Et puis reprise des opérations de déguerpissement des emprises des routes, le CNRD face à l'éternel recommencement. Nos fonds fondent comme des bougies pour des activités qui ne sont pour leur pas des priorités. L'acte est salutaire, mais où est l'urgence? L'économie vacille et la population est dos au mur. Dans la tête du célèbre écrivain Amadou Kourouma, dans Allah n'est pas obligé. Citation: quand on réussit un coup murifique avec un second, on ne jouit pleinement du fruit de la rapine qu'après avoir éliminé ce second. Il ira jusqu'à dire, citation: le genou ne porte jamais le chapeau quand la tête est sur le cou. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché lors des précédentes opérations de déguerpissement? S'agit-il d'un tape à l'œil pour déchiqueter ou dilapider des fonds? Voilà, entre autres questions que nous nous posons dans cette émission Le Scanner. Et en dernière partie de cette émission, nous parlerons également politique. Dr Youssouf Keïta a-t-il vraiment été le fédéral de l'UFR à Nzérékoré? En attendant la réponse à cette question, l'UFDG, au cours de son assemblée générale de ce samedi, a enregistré l'adhésion de Dr Youssouf Keïta en présence de plusieurs militants et de responsables du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, en se présentant comme démissionnaire de l'UFDG et ancien fédéral du parti d'Aba à Zérékoré. Son arrivée à l'UFDG est motivée selon lui par le fait que ce parti soit transversal et le leader Cellou Dalein Diallo aime la paix. Adhésion à l'UFDG, oui, mais la cellule de communication demande Dr Keïta et indique qu'il n'a jamais été fédéral de l'UFR à Nzérékoré. Dans ce numéro, nous prendrons la direction de l'UFR pour dénicher le faux du vrai. Et dans le dernier sujet à débattre, nous aurons notre invité de ce jour, ami hier, ennemi aujourd'hui, le FNDC depuis plusieurs mois, maintenant à ses principaux leaders, presque en exil, ces activistes qui hier applaudissaient des deux mains le coup d'État militaire s'insurge contre la gestion de la transition. Ses principaux leaders, loin des frontières, les seules armes puissantes qu'ils détiennent sont leurs plumes et leur appel à manifester. Suffiront-ils? Comment se porte le FNDC aujourd'hui et comment compte-t-il œuvrer à un retour à l'ordre constitutionnel sans procéder à des manifestations? Nous aurons au téléphone dans cette émission Alseni Farinta Kamara, il est le responsable de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Voilà le menu très enrichissant pour vous. En ce lundi 30 octobre 2023, installez-vous confortablement, vous êtes sur le média de développement. Tout à l'heure, c'est le scanner. On passe au peigne fin, ces actualités. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe.
Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kaby Média. Et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de ce matin. Vous le savez déjà, chaque matin, ils m'accompagnent au compte de cette émission, le Scanner. Je commence cette fois par ma droite. Elle va m'excuser parce que je préfère... aujourd'hui, c'est lundi. Bonjour, Djenab Diallo. Je commence par là aujourd'hui. Il faut accepter cette dictature, c'est important. Bonjour, Djenab Diallo. Bonjour. Bonjour. Et le week-end? Très bien passé. Ça va? Il a été un peu chargé. Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est ça, hein, quand on est journaliste, on se repose jamais. Hein. Il faut éviter même de se reposer. Alors, tu te reposes. On ne peut pas suivre ton rythme. Alors, il faut suivre le rythme. Coordinateur de cette émission, Yaya Gallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. La même chose, hein, que tu commences à gauche ou à droite. L'homme en cravate rouge. Il n'y a pas aller à demander des excuses là. Non, mais c'est pas d'excuses. Loin de moi, pas d'excuses, j'en ai pas besoin. Allez, nous sommes à Télémélé, nous restons à Télémélé, hein, forcément. Vous l'avez suivi, cette actualité, Djenab Diallo, on parle de cet avocat roué de coups. Aujourd'hui, le barreau de Guinée qui hausse le ton, le barreau de Guinée qui exhorte ou qui souligne qu'il va carrément bouder les audiences pour 2 semaines parce qu'un de leurs a été quand même battu ou qui a reçu des coups de poing d'un procureur. Un procureur de Koya, notamment le procureur par intérim du TPI de Koya. Oui, nous avons tous appris cette nouvelle avec beaucoup d'étonnement, mais pas de surprise, parce que vous savez, depuis l'arrivée de Charles White à la tête du ministère de la Justice, beaucoup de choses se passent actuellement. Voilà, tout le temps des quiproquos entre le ministre et les magistrats, les avocats. Je pense qu'il y a lieu vraiment de revoir un peu cette manière de faire au niveau de nos juridictions, parce que c'est là quand même, quand ça ne va pas, c'est ici, tout de suite, on pense à aller vers la justice, parce qu'on suppose qu'il y a des textes qui régissent les uns et les autres, auxquels on devait vraiment se plier. Si c'est au sein même de cette corporation que ces avocats-là ou ces hommes de droit se permettent d'aller jusqu'à comment je vais dire cela, de se prendre ou de se porter des mains, voilà. Je pense que ce n'est vraiment pas responsable du côté de ces hommes de droit. Il y a des textes, vous l'avez tout de suite rappelé dans votre introduction, au coup de poing. Je pense qu'il faut vraiment respecter cette corporation, parce que tout ce que nous faisons dans ce pays, quand on parle de l'ordre constitutionnel, ou autre chose, c'est qu'on se réfère à la loi. Quand la loi elle est établie dans un pays, forcément ce pays-là se développe parce que les gens fonctionnent à travers des lois. On ne peut pas écrire des lois et qu'on se permette nous-mêmes de les violer. Donc j'étais étonnée, mais pas surprise, parce que quand on sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis l'arrivée de Charles White, avec ce problème qui existe entre lui et ses collègues, et je pense que c'est la même chose qui existe même dans le fonctionnement même de l'appareil judiciaire. Il y a ce petit quiproquo, il y a ces manies, je pense que les uns les autres n'arrivent pas à se supporter et tout. Ce clanisme, merci, c'est le mot qui existe. Il faut qu'on s'en défait un peu de ça, qu'on avance, parce que je pense que c'est le nerf même du développement. La justice, pour moi, tout tourne autour de la justice. Et puis c'est la justice boussole de la transition. C'est ce qu'on nous a dit quand même. Non, mais honnêtement, que c'était ce qui allait nous guider, nous tous, en tant que citoyens, s'ils se permettent aujourd'hui de ramener cette mauvaise image de la justice, et surtout à l'étranger. Il faut craindre. Il faut craindre. Évidemment. Yaya Diallo, je le disais, des textes de loi au coup de poing. Aujourd'hui, la justice elle-même, elle n'est plus justiciable. Peut-être parce que c'était un magistrat qui a agressé quand même un avocat. De quel Dieu parlons-nous? Je me pose la question. Oui, je crois qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur pour ne pas intenter un procès en sorcellerie contre le procureur Mabinti Alseini Camara. Je crois que ce qui se passait, c'est une affaire qui oppose, disons, une famille. Et
où une cliente à cet avocat a été disons, dans le réquisitoire, enfin, dans le réquisitoire du procureur, il avait requis un emprisonnement de 5 ans avec 2 ans assorti de sursis. Je crois que le procureur, l'avocat, à mon avis, en manque d'arguments, a proféré des injures, quelquefois même de menaces. Selon ce que vous avez appris. Selon ce que j'ai appris. Je crois que c'est un témoignage que j'ai reçu personnellement. Et dans ses arguments, il a tenu à rappeler que le procureur était corrompu. C'est pourquoi, parce que c'était un monsieur, était magistrat qui était au niveau de la CRIEF, dont on a amené au niveau de Koya. Il avait rappelé un peu pourquoi il a quitté au niveau de la CRIEF pour aller à Koyas, parce que tout simplement il faisait partie parmi les magistrats les plus corrompus au niveau de la CRIEF. Attends, on va récapituler. C'est important de comprendre un peu l'histoire. Il y a l'eau. Ouais. On parle de ce qui s'est passé à Koya, évidemment. Si je dois te comprendre, dans le réquisitoire, après le réquisitoire, l'avocat a commencé à tenir ses propos selon ton informateur, discourtois, à l'endroit du procureur, c'est ça? À l'endroit du procureur. Et plus loin. Et plus loin. Et plus loin encore. Et il dit que le procureur a requis ces 5 ans d'emprisonnement parce que tout simplement, il a reçu beaucoup d'argent dans cette affaire. C'est ce qui a prévalu pour lui à ces 5 ans d'emprisonnement. Porter des accusations graves. Des accusations graves parce que moi, à mon avis, tout simplement, il n'avait plus d'arguments, il fallait passer par cela. Je crois que c'est pas professionnel de sa part. Je suis pas en train disons, je suis pas en train de justifier cette façon de faire, ces coups de poing là, parce que toujours est-il que ce monsieur, cet avocat a reçu un coup. On nous apprend quand même que les avocats sont là pour défendre leurs clients. Ils sont capables même de vous pousser à bout pour défendre le client. Et l'avocat y est parvenu. Lui, c'est un procureur. Il y a des textes de loi. Il y a comme le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a le barreau de Guinée. Pourquoi ne pas porter plainte pour des mesures disciplinaires? Je suis en train de planter le décor. Il faut que les gens et les autres comprennent que le procureur ne se pas lever d'un seul coup pour s'en prendre à l'avocat. Entre-temps, le juge a décidé de suspendre afin que les choses complètement, disons, et bien finalement, au retour, l'avocat qui était sur scène est venu et bousiller violemment le procureur, c'est mon informateur, et c'est là où tout est parti, et finalement, le procureur a répliqué, et je crois qu'enfin, il a reçu ce coup de poing qui a occasionné un saignement au niveau de son nez. Je crois que tout est parti là-bas. Je crois que c'est ce qui a éclipsé ces agissements, à mon avis, antiprofessionnels de la part de cet avocat-là, puisqu'on le dit souvent, dès l'instant que l'eau s'en coule, je crois qu'on n'a plus raison de justifier quoi que ce soit. C'est ce qui est prévalu. Et ensuite... Ce procureur, c'est un bon furie, hein? Il boxe bien. Non, mais que chacun se mette à sa place. Voilà. Un procureur qui donne des coups. Mettez-vous à sa place. C'est lui qui l'a bousculé. Et nul ne savait qu'est-ce qu'il pouvait advenir après ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce même avocat est allé avec une chaise surprendre, disons, ses procureurs dans son bureau. Heureusement, il y avait des gens qui étaient à côté, ceux qui ont pu, en tout cas, nous éviter le pire qui devrait se passer. Donc voilà, entre autres choses qui se sont passées. Je crois que c'est important que les uns et les autres, notamment les auditeurs, comprennent évidemment ce qui se passait. Que chacun maintenant se mette à la place de l'avocat ou du procureur pour en tirer une conclusion. Je termine pour dire que c'est assez quand même gravissime qu'un tel pugilat puisse se passer dans nos tribunaux. Je crois que c'est le dernier recours. On ne devrait quand même pas assister à ce coup de poing-là. Je crois que ça sous-entend tout simplement aujourd'hui, nos tribunaux ne servent plus, disons, un endroit qui consiste Ce n'est plus des endroits pour faire justice, mais c'est pour se faire justice. Non, mais totalement, et ça décourage parce que... Ou pour parler droit, mais c'est pour se faire justice. Non, mais on ne parle plus de droit, on ne parle plus de code de procédure pénale, on ne parle plus de code pénal. De code pénal. Je crois que là, c'est des codes d'écoute, c'est des coups de poing, et ça n'honore pas la justice guinéenne. Non, mais on en rit, mais c'est grave. Traverse une période assez grave. Je crois que c'est honteux à la limite de la part de nos magistrats et de nos hommes de droit. Il faut en tout cas prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. One is better than cure. Allez, Zena, pour terminer avec ce sujet aujourd'hui, ces avocats qui se lèvent, qui se tiennent les mains comme un seul homme, le barreau qui décide de bouder
les audiences. Pire, Charles White n'a pour le moment pas de preuves. Selon sa dernière sortie, il attend d'avoir des preuves. Donc, s'il y a Diallo a des informations et que le ministre Charles White lui-même il n'a pas de preuves, on doit craindre aussi pour ce pays, n'est-ce pas? Non, mais ça doit pas. C'est ça la vérité. Oui, c'est vrai. Un ministre de la Justice, il doit quand même être au courant de cela. En 2 jours, il devait quand même prendre des décisions disciplinaires. Justement, mais je crois qu'on a eu beaucoup de fois à critiquer des décisions prises ici par Charles White, parce qu'on suppose tout simplement que c'est des décisions à la va-vite, c'est des décisions qui sont prises à la hâte. Je pense que il est en train peut-être de comprendre que nos critiques ne sont pas des critiques pour critiquer. Il est en train de prendre en compte. C'est normal qu'il ait beaucoup d'éléments sous la main pour passer à la vitesse supérieure, s'il faut sanctionner, s'il faut prendre des décisions et tout. Donc, je trouve à ce niveau que c'est normal. Concernant maintenant l'arrêt de certaines activités, je pense qu'on est en train vraiment de pénaliser les citoyens à ce niveau. Parce qu'on avait vu encore la dernière fois, lorsque les magistrats se sont retirés un moment et tout, ça a tout... ça peut impacter même, parce qu'il y a plusieurs procès en cours, il y a des affaires. Justement, qui ne permettent pas d'avancer dans certains dossiers et qu'il y a des gens qui sont en justice depuis plusieurs mois ou certains plusieurs années. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller avec des différents personnels pour empêcher toute une administration de fonctionner. Je pense que ce n'est vraiment pas normal qu'ils revoient leur copie. Voilà, nous, je pense qu'on a des textes et que tous, puisqu'on aime le dire, que personne n'est au-dessus de la loi, même eux, les magistrats, même ceux qui écrivent les textes ne sont pas au-dessus de ces textes de loi-là, qui essaient de respecter les textes de loi. Et s'ils ont des différends, parce qu'à écouter Yaya tout de suite, on sent que cet avocat-là, il n'est pas allé avec des arguments basés sur des textes de loi, mais il est allé s'attaquer à la personne même du juge. Je pense que ce qui n'est pas normal. Du procureur, pardon. Donc, je pense que s'ils ont des différends, qu'ils essaient de gérer leurs différends à leur niveau et qu'ils privilégient le boulot, qu'ils sachent qu'on peut faire la différence entre nos relations personnelles et ce qui concerne le boulot. Évidemment, c'est très important pour terminer. Je crois que c'est la justice, l'appareil judiciaire, je crois que c'est un secteur aussi qui a véritablement de problèmes. Nous avons une armada de soucis. Nous avons véritablement, il y a une haine viscérale quelquefois qui caractérise les relations des uns des autres. Vous avez couvert le procès des événements du 27 septembre pendant 8 mois. Vous voyez très bien que les interviews que vous avez accordées à certains avocats, mais au niveau même de la défense, vous voyez même cette méfiance, quelquefois même ces attaques assez dures. Ça dénote encore une fois des relations très tendu entre eux et quelquefois même ça peut virer disons à la confrontation. Et j'ai vu même certains par médias interposés s'attaquer, et je crois que ça n'honore pas la profession à un certain niveau. On est avocat, il faut s'armer des arguments, il faut exploiter les codes de procédure pénale, donc les codes de procédure pénale, le code pénal, etc. Je crois que c'est en cela qu'on peut défendre son client ou ses clients. Maintenant, si on outrepasse là et qu'on s'attaque frontalement à un procureur parce que celui-ci est accusé d'être corrompu ou je ne sais quoi, ou a reçu de l'argent dans une affaire, je crois que c'est quelque chose qui n'honore pas la profession, et j'estime que Charles prendra sa responsabilité, puisque c'est une situation aujourd'hui qui quand même interpelle les professionnels du droit. C'est vrai que entre guillemets, on l'accuse d'être très proche de ce magistrat. Ça reste à vérifier. Oui, évidemment, parce que je peux même, excuse-moi de t'interrompre, quand l'AGM, l'association des magistrats, je pense que c'est l'association des magistrats, l'AMG, l'association des magistrats de Guinée, avait quand même appelé à ce débrayage. Au TPI de Koya, ça travaille. Donc, je peux comprendre un peu cette corrélation entre ces deux affaires. Ça s'est dit. Moi, mon informateur m'a dit, et ce qui fait que jusqu'à maintenant, le seul argument aussi du ministre, c'est de dire qu'il n'était pas au courant. Donc autant pour lui d'être au courant. C'est pourquoi j'ai peur de ce garçon, honnêtement. De prendre toutes les dispositions. Il aurait mis tout à la fois. Ça sous-entend tout simplement
Il est de mèche avec l'autre. En bon sous on dit ministre Rapetinara. Allez, voilà. Vous l'avez déjà compris, sans transition, on passe à cet autre sujet, Yaya Diallo, puisqu'il faut le dire, la justice boussole de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya doit revoir de ce côté parce que ça sent mauvais et très très mauvais. On parle des anciens contractuels, un sacrifice de trop, un engagement de moins, si on peut l'appeler comme ça. Aujourd'hui, ils doivent passer forcément par un concours, qu'il soit maintenant formel ou un concours comme les autres. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de risque, Yaya Diallo, quant à l'intégration des anciens contractuels à la fonction publique dès janvier 2024? Est-ce qu'il n'y a pas Anguille Chou-Roche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que ce gouvernement ne nous dit pas? Absolument, je vous l'avais dit ici dès au début, j'ai dit que c'était un gros piège qui est tendu aux enseignants. Et je l'avais dit ici qu'enseignant suppose intelligent. Ouais. Quand on est enseignant, on ne peut pas avoir de l'argent, mais on peut être intelligent quand même. Mais je crois que ces contractés-là, c'est des gens enseignants, mais c'est des gens, excusez-moi du peu, les gens là ne sont pas intelligents. On ne peut pas renoncer à quelque chose dont on n'a pas précis en main, c'est dont on a besoin. Je crois que c'est assez lamentable. Dès l'instant que c'est écrit dans un papier, c'est signé, je crois que c'est fini. On ne revient plus là-dessus. Ce qui est juste qu'on parle des contractuels communaux au niveau, on ne parle pas, et de l'autre côté, on parle d'une coordination nationale des enseignants contractuels. Ouais. Il y a une véritable opposition, une véritable contradiction là-dessus. Et plus loin, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il faut forcément passer par un concours. Et ces concours-là, on parle déjà d'une mise en place d'une équipe mixte, hein, s'il faut le dire comme ça, qui va s'en charger d'identifier, disons, ces enseignants contractuels qui sont en situation de classe, et enfin procéder à ces concours pratiques dont on parle. Maintenant, est-ce qu'ici là, il n'y aura pas de choses qui vont se passer, parce que la crainte aussi, et j'ai même vu au niveau de la signature, après la signature, ce que je n'arrive pas toujours à comprendre au niveau de ces anciens contractuels, on dit que c'est pas... Ils l'ont dit d'ailleurs même, c'est pas quelque chose qui rassure. Qu'est-ce qui rassure qu'à un certain niveau, les vrais enseignants contractuels vont être intégrés au niveau de la fonction, vont être intégrés au niveau de la fonction publique, parce que toujours est-il qu'on sait très bien comment ça se passe. Quand on parle de recrutement, on sait très bien qu'il y a une présélection qui se passe, on sélectionne, il y a le ministre qui veut intégrer, je prends un exemple, le ministre, naturellement ça se passe comme ça. Oui. Le ministre à saison, qui a la moitié de sa famille, le secrétaire général assez proche, etc., etc. La chaîne est assez longue, et donc j'estime que à moins que je ne sois surpris de ce qui va se passer, mais encore une fois, non loin de moi de jouer au prophète de malheur, je ne vois pas un grand changement là-dedans. Peut-être certains seront retenus, mais la majeure partie, puisque je suis en contact avec certains enseignants contractuels, je sais très bien, certains même qui parlent de trahison au niveau de la coordination nationale, et il y a certains même qui menacent d'ailleurs même de se désolidariser et d'en créer certains mouvements, parce que pour eux, c'est pas quelque chose, c'est pas c'est dont ils étaient d'accord à la base, c'est pas c'est dont ils s'étaient entendus, c'est-à-dire avec la coordination nationale. Donc pour eux, leurs attentes n'ont pas été prises en compte, et que finalement tout peut arriver. Et le risque, c'est qu'aujourd'hui les ministres qui ont signé, c'est celui de l'administration du territoire, c'est le ministre de l'enseignement, en l'occurrence Guillaume, c'est celui du budget, et enfin c'est celui de la fonction publique. De l'autre côté, à la coordination... Oui, parce qu'on m'apprend qu'entre Mori Condé et le ministre Julien Yombouno, il y avait quand même ce bras de fer. Chacun veut avoir le jackpot de son côté, parce qu'il y a quand même des sous à gagner de ce côté. Absolument. Il y a des personnes à engager. Donc il y a un véritable quiproquo autour de cette affaire. Mais ça résout quand même la crise au sein de l'éducation. Il faut s'en féliciter. C'est le bon côté des choses quand même. Non, je suis très heureux qu'on en arrive là, mais je suis de ceux qui pensent qu'on n'a fait que déplacer un problème. Au lieu de résoudre. Non, mais totalement. On a pris un problème pour en résoudre un autre. Non, mais totalement, parce que c'est le 13 052, si je ne me trompe pas, enseignants contractuels, puisque après le balayage à l'interne, mais c'est la coordination même qui l'authentification des dossiers. Il y avait certains même qui détenaient des diplômes, certificats d'enseignement. Donc, au primaire, il y avait certains qui ont de diplômes de brevet, à certains même qui n'ont pas eu leur bac et qui se réclamaient des enseignants contractuels. Donc tout cela s'ajoute au niveau de cette volonté même réelle du gouvernement de les accepter. Je crois qu'à un certain niveau, on pouvait passer par des méthodes très simples dans chaque préfecture, dans chaque région. Je crois que les gens se connaissent.
les DPE ou les GIRE connaissent très bien ces enseignants contractés-là. Je crois qu'on pouvait les mettre en contact rapidement, procéder à ces évaluations-là, sans pour autant qu'on essaie encore une fois d'immiscer tous ces ministères-là. Pourquoi faire enfin? Je n'en sais absolument rien. Oui, Djenab Diallo, par rapport à cette actualité aujourd'hui qui défraie la chronique, il faut le dire, parce que ces manquements soulevés dans ce protocole d'accord doit quand même attirer l'attention des uns et des autres, puisque Alpha Condé a commis les mêmes erreurs en 2016. Nous avons vu, nous sommes en train de corriger ses conséquences. Aujourd'hui, le CNRD peut-être que s'investit dans la même lancée. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre ce qu'a vécu Alpha Condé? Oui, c'est quand même à craindre. Je crois qu'on a vu ici des concours qui se sont passés et que des résultats ne sont jamais sortis. Ouais. Il faut sortir de ça. Je pense que vous l'avez dit, nous tendons vers la fin de la transition. Il y a beaucoup de choses qui sont entreprises en même temps. Il faut beaucoup faire attention. Et moi, je crois que le fait d'aller en rang dispersé, d'abord du côté des enseignants contractuels, c'est une mauvaise chose. C'est ce qui peut-être est en train d'engendrer ce que nous sommes en train de vivre comme ça. Parce qu'on a vu qu'il y a les enseignants contractuels qui ont demandé à renoncer à leur prime pour intégrer la fonction publique, d'autres qui sont d'accord à l'intégration à la fonction publique, mais quand même qui se disent que ça c'est un dû, nous voulons nos primes. Donc à ce niveau, je pense qu'il y a pas de... Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Pourtant, ils veulent la même chose. Le fait d'aller en rang dispersé, cela ne pourrait pas être à leur avantage, mais plutôt à l'avantage du gouvernement. Si vous voyez aujourd'hui, je pense que le gouvernement est un peu en train de duper ces enseignants-là, qui sont en manque d'expérience et tout. Et moi aussi, j'ai fait la même remarque que vous, Abdallah, quand j'ai vu qu'il y avait vraiment de grosses pointures qui ont accompagné ces accords-là. Je me suis dit, mais sur quoi ils se sont basés pour établir tout cela et venir à ces points-là pour sortir de cette crise. Je crois que c'est normal qu'on emploie ces enseignants-là, mais qu'ils passent par la voie légale qui est évidemment le concours. Mais est-ce que c'est normal même si c'est venu quand même des enseignants contractuels, mais je pense que c'est leur dû, ils doivent leur donner leur prime. Il ne fallait pas monnayer leur intégration à la fonction publique en renonçant à leur prime. Ça ne sert à rien. À moins qu'il y ait, par exemple, des informations... Il devrait être plus lucide. Plus lucide, ouais. À moins qu'il y ait des informations que nous ne maîtrisons pas en tant que journalistes, qu'on va essayer peut-être de cogiter pour savoir. Est-ce qu'en offre, il leur a promis, vous n'allez pas Oui, il a dit voilà. Que ce concours n'est que formel. Voilà, pour justement. de porter un coup à la loi. Voilà, justement. Et si c'est le cas aussi, je comprends bien l'état d'âme de ces enseignants contractuels qui, depuis un bon moment, sont en train de se sacrifier pour l'enseignement. Et la seule voie du salut, je pense que c'est en intégrant la fonction publique. Verba volontas scripta manamta, tu sais ce que je veux dire. La parole reste écrite, l'écriture reste, la parole s'envole. Ce ne sont que des paroles d'un ministre qui ne peuvent en aucun cas constituer une montagne à déplacer. L'a rappelé que le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition Yaya Diallo. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que même à l'interne, au niveau de ces défenseurs, de ces contractuels-là, il y a de véritables problèmes qui se posent. Il y a certains qui sont accusés d'avoir une gestion, disons, cavalière de la chose des contractuels. Il y a certains même qu'on accuse d'avoir certainement négocié, d'avoir procédé à une négociation préalable pour qu'on en arrive là. Ouais. Parce que vous imaginez, au début, c'était une fin de non-recevoir par rapport à cette rénonciation aux arriérés et de primes. Il y a fait certains qui ont géré sur tous les cieux au monde, jamais ils ne vont accepter, disons, une telle proposition. Et finalement, qu'est-ce qui a prévalu, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que les enseignants acceptent unanimement cette main tendue? Je crois que là, c'est là où se trouve toute la question. Et il a fallu que Mabinti, vous vous rappelez très bien, je vous l'avais dit, ici à un certain niveau avec Michel, si je ne me trompe pas, ils étaient en déplacement au niveau de l'intérieur du pays, ou partout là où il y avait certaines oppositions, ils ont essayé
rabibocher un peu les positions. Et je crois que finalement, ils ont accepté l'unanimité de tout le monde pour qu'ils accèdent à cette demande du gouvernement. Bon, enfin, cette proposition de contracter, mais on sait très bien comment ça se passe. Et bien finalement, si on arrive à ce niveau-là, et qu'on nous dise aujourd'hui, les enseignants contractuels ont renoncé à leurs primes, à leurs arriérés, et finalement, la réponse à cette renonciation, c'est de les intégrer sans concours, sans condition. C'était ça au début, c'était sans condition pour qu'ils soient intégrés au niveau de la fonction publique et que cela ne soit pas effectif jusqu'à maintenant là. Ça sous-entend tout simplement que je crois que c'est un pilotage à vie que ces enseignants contractuels n'arrivent justement pas à comprendre ou à voir. Mais il y a eu certains, dès au début, qui ont commencé à soulever cette question-là. Mais bon, c'est une question d'hierarchie, comme ils aiment à le dire. C'est la coordination qui décide à un certain niveau. Il y a ces ramifications au niveau régional, au niveau préfectoral. À un certain niveau, ce sont ces gens-là aussi qui se réunissent et qui décident enfin, qui donnent leur OK de conformité par rapport à la décision nationale. Et j'estime qu'aujourd'hui, toujours est-il qu'il y a des inquiétudes assez profondes, il y a des interrogations qui sont posées ici et là. Et je suis de ceux qui pensent encore une fois, le gouvernement ne prendra que ce qu'il aura voulu prendre ou ce qu'il voudra prendre. Et ces anciens contractuels n'auront pas des arguments ou encore moins un quelconque poids ou une quelconque, pression, parce que tout simplement, à un certain niveau, ils ont tout renoncé. Et en matière de négociation, ça ne se passe pas comme ça. Tout ce qu'ils avaient, ils ont tout donné. Et finalement, ils n'ont absolument rien. Et vous imaginez si l'État dit qu'au niveau de l'enseignement, on a besoin que de 2000 ou de 3000. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Peut-être les autres, y compris la coordination, ils vont se battre pour qu'ils soient là-dedans. Là aussi, avec quelle finalité? Parce qu'on menace encore une fois, et avec cela, il va falloir que le fichier de la gestion de l'administration doit complètement activer. Et je crois que ça sous-entend tout simplement ceux qui seront retenus au niveau préfectoral ou régional ne pouvons pas quitter pour aller à une autre région. Donc ça sous-entend tout cela. Donc ça pose assez de problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que le gouvernement devrait dire la vérité aux enseignants contractuels. On ne peut pas à tout bout de champ vouloir rouler les gens dans la famille, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Et je serais d'accord avec le gouvernement si à un certain niveau qu'on nous dise oui, il y a là-dedans au niveau des enseignants contractuels certains qu'il faut complètement extirper du corps enseignant parce que c'est des gens qui n'apportent absolument rien du point de vue qualité d'enseignement dans notre pays. Donc j'ai eu accès à certains à leur plateforme de conversation. Je vois tu es même membre de cette plateforme. Mais je ne suis pas un enseignant contractuel. Oui, mais tu es membre de cette plateforme. J'ai enseigné, mais c'est dans le privé. Ça aussi, c'était une vocation. À un certain niveau, j'ai renoncé, monsieur. Voilà, donc. Moi, je ne suis pas ne t'inquiète pas, je ne suis pas enseignant contractuel. Voilà, vous êtes pas... J'ai aussi évolué dans le privé. Hier, il y a Michel qui se promène avec un de mes amis. Je l'ai rappelé de le saluer, de le dire bonjour de ce côté, parce que le monsieur, on a trop traîné la craie ensemble. Allez. Donc, voilà, merci, monsieur le directeur. Le directeur d'école. Oui, c'est un directeur d'une école. Tu es méchant. Tu es vraiment méchant. Allez, tout a déjà compris, comme vous le savez. Tout à l'heure, nous allons ouvrir le volet politique de cette émission et on parlera à la fin de ces opérations de déguerpissement qui redémarrent très bientôt. Mais en attendant, nous irons à l'UFR pour avoir des réponses à ces interrogations. Est-ce que ce nommé, je dis bien, le nommé Dr Youssouf Keita est-il ou a-t-il été le fédéral de l'UFR du côté de Zérékoré? Tout à l'heure, vous aurez notre invité surprise que nous allons avoir. Il est membre de la cellule de communication, responsable de la cellule de communication de l'Union des forces républicaines que je nomme le Parti d'Abbas. C'est tout à l'heure. Restez à notre compagnie. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.
Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Vous êtes sur Kavi Média, vous le savez, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, le scanner, et nous parlons de politique. Nous ouvrons le volet politique de cette émission de ce lundi 30 octobre 2023. Je vous l'annonçais, Dr Youssouf Keïta a-t-il vraiment été le fédéral de l'UFR en Djiré-Koré? En attendant la réponse à cette question, l'UFDG, au cours de son assemblée générale, ce samedi, a enregistré l'adhésion de Dr Youssouf Keïta en présence de plusieurs militants et des responsables du parti dirigé par Selou Dalen Diallo. L'adhésion, oui, à l'UFDG, mais la cellule de communication demande cette information et indique qu'il n'a jamais été fédéral de l'UFR en Djiré-Koré. Nous avons déjà notre invité au bout du fil, Monsieur Fodé Baldé, responsable de la cellule de communication de l'UFR. Monsieur Baldé, bonjour, bienvenue dans le scanner. Est-ce que Monsieur Baldé est là? Monsieur Baldé, bonjour. Allez, avant d'avoir Monsieur Baldé au téléphone, nous parlons de cette actualité que vous avez certes suivie chez nos confrères de Mosaïque Guinée, j'ose le citer, qui titrait le docteur Youssouf Keïta, ancien fédéral de l'UFR en Djiré-Koré, rejoint l'UFDG, un titre qui a dérangé le parti d'Aba. Je veux parler de l'UFR. Oui, autrement dit, la solution pour la Guinée, entre guillemets, parce que c'était ça le slogan en 2010. Je ne sais pas où en est-on avec la solution, on le saura certainement avec Fodé Baldé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai qu'on a suivi ça au cours de l'Assemblée générale de l'UFDG. La présentation du docteur Youssouf Keïta comme étant le fédéral de l'UFR. Il faut dire à la réalisation que ce n'est pas le même docteur Ben. Il faut faire attention. C'est pas Dr Ben Youssouf Keïta. L'autre c'est Dr Ben Youssouf Keïta. L'autre c'est Dr Youssouf Keïta. C'est Dr Youssouf Keïta. Il faut Dr Ben Youssouf Keïta qui est l'actuel leader politique. Ah oui, lui il est un leader politique. Ouais. Donc un ancien de l'UFDG aussi. Il faut éviter de créer des problèmes à la réalisation. Non, le réalisateur a vite compris. Allez, rapidement, oui. Donc voyez-vous, c'est toujours là, pour celui qui connaît un peu le monde politique, ça se passe toujours comme ça. Quand quelqu'un veut rejoindre une formation politique comme l'UFDG, il faut venir avec un gros titre pour obtenir un autre, parce que c'est cela. Maintenant, oui, sinon, mais véritablement, c'est un véritable coup de com' accompagné de toute la propagande qu'il faut. Et c'est naturel, hein. Au niveau de l'UFDG, vous avez vu, il a été accueilli avec fanfare. Voilà, donc c'est un transfert de l'UFR du côté de Djiré-Koré, et voilà, donc qui était le fédéral, puisque quand on parle de fédéral, c'est le numéro 1 du parti dans la jaune. Oui, évidemment. Donc c'est pas n'importe qui. Donc on verra très bien qu'avec Fodé Baldé, est-ce que naturellement il était le fédéral ou tout au moins un ancien fédéral, puisque ça peut se faire, ou qu'est-ce qui a poussé Dr Youssouf Keïta de se faire appeler le fédéral de l'UFR. Mais toujours est-il que c'est tout ce que les formations politiques cherchent, c'est d'avoir déjà des gens, et comme je l'ai dit encore une fois, et c'est toujours comme ça. Peut-être il y a eu au courant des négociations, parce que ça se passe comme ça, il y a de préalables qui se passent, on discute dans l'ombre, quand je serai là, quelle équipe souhaiterez-vous occuper, et vice-versa, quel poste souhaiterez-vous occuper, et voilà, donc tout cela, ça se discute à l'interne. Peut-être le monsieur, comme on le dit, il a voulu se vendre très cher, donc au jet de l'UFDG, donc il fallait, disons, s'arroger un tel titre de fédéral de l'UFR, peut-être pour être accueilli de la sorte au niveau de l'UFDG. Mais on verra très bien que, au-delà de ce que Fodé Baldé nous dira, on va essayer de creuser pour savoir, encore une fois, ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'il représentait pour l'UFR au niveau de la zone de Djiré-Koré. C'est important. Oui, c'est très très important. Oui, Djenab Diallo, par rapport à ce sujet, quand même, moi j'ai eu hier tardivement dans la nuit, c'est pourquoi je l'ai appelé l'invité surprise, puisqu'il ne voulait vraiment pas s'exprimer sur ce sujet, mais à l'entendre en off, ce qui n'a pas été, peut-être qu'il va répéter tout à l'heure, il dit carrément que ce monsieur, s'il a été de l'UFR,
il ne peut être qu'un sympathisant ou un militant, mais qui n'a jamais occupé de poste de responsabilité. Nous essayerons tantôt peut-être demain d'avoir le numéro ou le contact de ce nommé docteur Youssouf Keïta pour en savoir davantage, mais en attendant d'avoir Fodé Baldé de l'UFR, aujourd'hui, comment vous percevez tout cela? Est-ce un coup de com' du côté de l'UFDG? Parce qu'aujourd'hui, c'est le RPG, on a l'impression que c'est le RPG, l'UFDG et l'UFR, chacun sent qu'il y a quand même le pouvoir qui traîne dans les rues, comme le disait Moussa Dadis Camara. Chacun veut récupérer le pouvoir rapidement avant que Mamadi ne s'en aille. Yaya l'a dit, ça peut être un vrai coup de com', voilà, parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes quand même à l'heure des élections. Ouais. Dans quelques mois, nous irons vers les élections et chacun essaye de tirer le trait de son côté. Et moi, j'ai vu cet accueil en fanfare qui a été réservé quand même à ce monsieur qui ne peut qu'être quelqu'un de très important ou de très influent dans le domaine politique. Donc, je crois que c'est à ce monsieur même de nous expliquer un peu son passage à l'UFR, quels sont les postes qu'il a occupés et quel était son poids même au sein de ce parti politique. On peut comprendre l'UFR quand ils disent peut-être que ce monsieur n'a pas été fédéral, mais ce qui reste sûr, c'est quelqu'un quand même qui, à un moment, peut-être a appartenu à l'UFR et qui a été influent, comme je le disais. Ce n'est pas un petit morceau, ça doit être un gros morceau qui est venu rejoindre l'UFDG, qui n'est pas aussi un petit parti politique. Donc, ceci quand même a fait beaucoup de tollé ce week-end. On a vu beaucoup de médias qui ont titré sur cette information, ouais. Ce qui veut dire que c'est pas une information des moindres, c'est pas un petit morceau comme je le disais, ouais. C'est un gros morceau qu'ils viennent de recevoir. Oui, pourquoi même cette prétention de démentir cette information? Pourquoi l'UFR, pour vous, veut forcément démentir cette information? Pourquoi? S'il était fédéral, ou qu'il soit fédéral ou pas, s'il quitte l'UFR, est-ce que l'UFR va tomber du côté des Érécorés? Non, peut-être ne faudrait pas aussi accepter qu'on s'attribue des titres qu'on n'a pas. Quand on quitte un parti politique pour un autre, on n'a pas besoin de s'armer de titres pour avoir une place aussi influente au sein du parti qu'on rejoint. Oui. Qu'on rejoint, pardon. Oui. Donc, s'ils veulent démentir cela, si c'est vrai, je pense qu'ils ont raison de le faire. C'est pas quelque chose quand même d'anormal. Et il ne faudrait pas banaliser. Il ne faudrait pas banaliser. Il faudrait pas que... Vous savez que Zérékoré, c'est une ville cosmopolite. C'est aussi une ville là où l'UFDG a vraiment bataillé lors des élections précédentes. Ils sortent toujours avec un quota vraiment important. Je pense que ce n'est pas quelque chose à négliger. Perdre un gros morceau à Zérékoré comme ça ne peut pas passer inaperçu. Évidemment. Je pense que quand la communication se passe comme ça, il faudrait aussi le comprendre. Je l'ai dit, nous sommes à l'heure des élections, donc tout est possible. Chacun tire le drap de son côté. Et ce qu'il faut signaler, c'est que l'IFR, en tout cas à l'issue de certains résultats ou des résultats de l'élection présidentielle de 2010, quoi que c'est jusqu'en 2015, c'était son deuxième fief. Après la Basse-Côte, l'IFR était très bien implanté au niveau de la région forestière, notamment Zérékoré. Donc, à entendre que le fédéral, je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça fait. C'est le premier responsable. C'est le shérif de la cité. Entendre que le premier, donc le fédéral de l'IFR a démissionné, c'est comme si c'est un coup de foot qui s'est abattu sur elle. Et donc, ça sous-entend tout simplement que c'est un échec en filigrane qui s'annonce l'IFR. Donc, vous comprenez très bien que la précipitation de l'IFR de démentir pour dire attention, s'il a été fédéral, c'est pas pour l'IFR. Donc, on ne se sent pas concerné. Donc, on n'est pas concerné par cette démission et que l'IFR se porte. Puisque c'est ce qu'on va entendre si toutefois Fodé Baldé malheureusement qui ne décroche pas. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe et on va encore fouiller de ce côté. Je ne sais pas, jusqu'à présent la réalisation essaie de joindre Fodé Baldé qui ne décroche malheureusement pas. On va aller avec le deuxième invité. On va parler du FNDC, du Front National pour la Défense de la Constitution. Yaya Diallo, Zénab Diallo. On parle d'amis d'hier
et d'ennemis aujourd'hui. Hein. C'est comme ça que j'ai carrément nommé cela. Amis hier, ennemis aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que le FNDC et le CNRD se regardent en chien de faïence. Là, c'est compris. Mais l'autre question qu'on se pose, c'est que peut faire le FNDC sans les manifestations? Quelle sera la marche à suivre? Vous avez quand même vu les dire hier. On a échangé avec le responsable à la mobilisation, tous les grands leaders, Sékou Koundounou, Fonike Mengue, Ibrahim Diallo, c'est des personnes qui ont quitté le pays. Ibrahim, là pas Ibrahim, d'autres. Ils sont 3 qui ont quitté le pays. Ils sont 3 qui ont quitté le pays. Bill Loba, merci de me prêter le nom. Bill Loba, qui sont déjà hors de la Guinée. Donc cela doit inquiéter. Et déjà, on m'apprend qu'on a Alseni Farinta Kamara, responsable à la mobilisation de FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, qui est déjà en ligne. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour Monsieur Kamara. J'ai l'impression que les dieux de la technique ne sont pas avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Kamara. Ça ne va pas de ce côté. En attendant, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que le FNDC se porte mieux ou bien? Écoutez, le FNDC, vous avez, c'était un magma de formation politique, des associations de la société civile. Quand je parle de sa vocation première, des universitaires, des artistes même, et quelquefois même des juristes, des avocats qui ont décidé à un certain niveau de s'associer pour donner naissance au FNDC. Pourquoi? Pour barrer la route, dit-on, à la volonté du président d'alors de briguer un 3e mandat. Et alors, cela a fait ce que cela a fait, avec des manifestations en grande envergure, quelquefois même avec ces cortèges malaires de morts, d'arrestations et tout ce qui s'ensuit. Finalement, il y a eu le 3e mandat. Certains, dès après le 3e mandat, ont décidé de quitter, certains même avant le 3e mandat, dès l'instant que certains se sont rendus compte que c'était parti et qu'ils ne pouvaient absolument rien contre le 3e mandat, eh bien, ils se sont retirés et petit à petit, après le 3e mandat, il y a eu des arrestations. Beaucoup de leaders ont été arrêtés et incarcérés au niveau de la maison d'arrêt de Koronti. Eh bien, finalement, ils se sont retirés. Eh bien, ce qui se passait, c'est que les politiques, les cellules ont décidé d'aller aux élections. Ils sont allés au niveau de l'élection, ça sous-entend tout simplement les retraits. Et bien, finalement, il ne restait que quelques formations politiques, y compris l'IFR, le modèle et enfin le PDN qui s'est retiré tout récemment. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que des formations politiques qui forment le FNDC, au-delà de sa vocation des acteurs de société civile. Je crois que ce sont ces deux formations politiques-là qui sont là-dedans. Eh bien, on parle du modèle et de l'UFR. Et de l'UFR. Oui, on les appelle les FNDC politiques. Donc, que vaut le FNDC sans l'apport de ces formations politiques-là? La question reste posée parce qu'aujourd'hui, il faut le dire encore une fois, si ce n'est certaines tribunes qu'on assiste ici là, si ce n'est certaines menaces même de manifestations, je crois que le FNDC n'a pas assez de poids pour mettre la pression. On va poser cette question à Alseni Farinta Kamara, responsable à la mobilisation du FNDC. Monsieur Kamara, bonjour. Oui, bonjour, cher Abdallah, bonjour à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation dans cette émission Le Scanner de Kaby Média. Monsieur Kamara est là? Oui, je suis là. Mais première question, Monsieur Kamara, comment se porte le FNDC aujourd'hui? Le FNDC se porte bien, ça se porte très bien. Comme j'ai eu à entendre dans votre introduction que le FNDC, la majeure partie de ses responsables sont en exil, est-ce que cela n'affecte pas le travail du FNDC? Peu s'en faut, et le fait que certains responsables sont en exil n'entrave aucunement la vitalité des activités citoyennes sur le terrain. Et nous sommes en train de travailler pour relever les défis et les enjeux démocratiques qui interpellent notre pays. Et voilà, donc malgré que c'est calme dans la cité, et nous travaillons pour surprendre le CNRD comme l'aigle face au poussin. Bien. Cette autre question que j'aimerais vous poser avant peut-être de prendre celle de mes confrères ici dans ce studio, c'est par rapport notamment à
aux différentes stratégies que vous utilisez, aux différentes stratégies, aujourd'hui, est-ce que, au-delà des manifestations, le FNDC a autre stratégie? Au-delà des manifestations, puisqu'on assiste qu'à des tribunes faites par notre ami Seko Kunduno, des tribunes que nous recevons à chaque fois, ça et là, le FNDC qui suit de très près l'évolution de la transition, surtout cette lutte contre la corruption. Aujourd'hui, à part des manifestations, est-ce que vous avez d'autres stratégies à envisager pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel? Nous travaillons, ce n'est pas le lieu d'exposer les stratégies que nous sommes en train de développer pour exiger le CNRD à favoriser le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et le moment venu, vous en saurez davantage. Mais ce que je voudrais vous préciser d'ores et déjà, c'est le fait que le CNRD ou le gouvernement ou certaines personnes continuent de diaboliser les manifestations alors que ce sont des droits constitutionnels. La manifestation pacifique, la réunion, le droit d'association et tant d'autres et de réunion sont des droits inaliénables accordés aux citoyens. Donc, il n'est nullement mauvais et condamnable pour que nous, citoyens, que nous exerçons nos droits fondamentaux pour exprimer notre désaccord, notre ras-le-bol par rapport à une mesure ou par rapport à un système de gouvernance du CNRD. Donc, moi, je pense que vous devrez vraiment intégrer cela dans votre démarche, que la manifestation, c'est un droit. Et nous usons nous utilisons toutes les procédures administratives avant de sortir pour manifester. Mais très malheureusement, l'administration publique ne joue pas son rôle. Les forces de défense et de sécurité ne jouent pas leur rôle. Donc, il y a des soucis à leur niveau, mais du côté des forces vives de Guinée, du côté du FNDC, pour lequel je suis à votre antenne. Nous épuisons les voies de recours et nous utilisons tout ce que la loi nous confère en matière d'exercice des droits fondamentaux. Ok. Zenab Diallo, ta question avant de continuer, oui, parce qu'il faut des balles de missile qui est revenu. Allez, on verra tout à l'heure. Oui. Farenta, moi je voudrais savoir qu'est-ce que vaut ce silence un peu long du FNDC par rapport à l'actualité politique, malgré qu'elle soit bien alimentée et tout, que des droits soient brimés, mais on ne vous entend pas. Beaucoup disent que l'FNDC, qu'il est mort. Qu'en dites-vous? Non, le FNDC ne peut pas mourir. Le silence n'est autre chose qu'une manière pour nous de travailler dans la plus grande sérénité pour surprendre le CNRD qui aujourd'hui fait tout pour confisquer le pouvoir, dont le colonel c'était dès le début avait promis aux Guinéens qu'ils ne seront pas candidats et qu'ils ne vont pas confisquer le pouvoir. Et vous-même, vous savez que les engagements du départ du colonel Mamadi Doumbouya sont remis en cause par lui-même. Donc, il ne respecte plus ses engagements. Il est dans une autre logique qui est de confisquer le pouvoir. Donc, et nous sommes en train de travailler sur le terrain. Et sur le terrain qui compte, et nous travaillons régulièrement et conformément à notre agenda citoyen pour que réellement le colonel Doumbouya, à la fin des 24 mois des accords de la CEDEAO, qu'il puisse transmettre le pouvoir à un civil élu démocratiquement. Oui, Quels sont les éléments matériels que vous avez en main pour affirmer que le colonel ne veut pas céder le pouvoir? Quelles sont ces preuves que vous en avez, M. Camara? D'abord, des choses récentes. La première chose, c'est son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était le 21 septembre de cette année, et où il a remis en cause la démocratie. Vous savez, lorsqu'il a pris le pouvoir par les armes, il a justifié son coup d'État par le piétinement des principes démocratiques, la violation des droits de l'homme, l'instrumentalisation de la justice, et que la justice sera la boussole.
Et aujourd'hui, lui-même, il remet en cause la démocratie, non seulement en tant que régime politique et système de gouvernance, si cela a été imposé. La démocratie en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est certaines pseudo-démocrates ou ce sont certaines personnes qui se comportent, qui instrumentalisent les principes démocratiques. La démocratie n'a jamais été une mauvaise chose. Colonel Doumbouya remet en cause la démocratie et le principe démocratique. Et c'est très regrettable qu'il se mette dans cette logique. Et la deuxième chose, c'est par rapport à son discours à la veille du 2 octobre de cette année aussi, où il a essayé de divertir les Guinéens, d'estimer que par sa priorité c'est le social, l'économie et la politique, alors que une transition est par nature politique et la priorité d'une transition c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et vous voyez carrément que le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD sont dans une logique de confisquer le pouvoir ou de rester pendant longtemps à inaugurer des sentiers ou à poser des premières pierres pour en faire un capital politique pour pouvoir confisquer le pouvoir du peuple. Ce qui ne pourra absolument pas marcher parce que nous sommes en train de travailler comme on l'a toujours fait. Nous sommes en train de travailler sur le terrain et sur chaque périmètre du territoire national. Nous travaillons pour aux grandes dames des violations des accords de la CEDEAO, que le CNRD puisse voir la vraie face de la population guinéenne, du peuple de Guinée, par rapport à leur volonté de rester éternellement au pouvoir. Et si cette thèse s'avérait vraie, M. Camara, qu'allez-vous faire au niveau du FNDC pour freiner cet élan de confiscation du pouvoir? Et comme j'ai à le dire tout à l'heure, que nous sommes en train de travailler sur le terrain parce que il est inadmissible, inconcevable et inacceptable que le colonel Mamadi Doumbouya confisque le pouvoir en violation flagrante de ses engagements du 5 septembre 2021. Bien. Et cette autre question, c'est le retrait des passeports des ministres par le Premier ministre. Dit-on aujourd'hui, quel est l'enseignement à tirer, vous, du FNDC, vous, chaque jour, qui parle de corruption, de gabegie financière? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une démarche à saluer, une démarche à saluer selon le FNDC? Écoutez, je crois que cette démarche du Premier ministre était prévisible soit par Dr Bernard lui-même ou par le général Amara Camara ou par le colonel Mamadi Doumbouya en question, dans la mesure où cette initiative plonge le gouvernement et l'administration publique dans une crise de confiance et de suspicion jamais vue dans notre pays depuis pratiquement le 28 septembre, 1958 jusqu'à date. Ça n'a jamais été, on n'a jamais vu ça dans notre pays. Est-ce que c'est le retour du communisme, c'est-à-dire des pratiques où des cadres se surveillent des uns des autres? Je ne saurais le confirmer ou l'infirmer. Rappelez-vous, depuis 24 mois, le FNDC continue de se battre pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, demandant toujours au colonel de revenir à ses engagements de départ pour apaiser la situation, pour apaiser le pays, afin que nous priorisons les actions qui favorisent le retour à l'ordre, notamment l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives dans les meilleurs délais. D'accord. Oui, Que répondez-vous de ceux qui pensent qu'aujourd'hui le FNDC est une association des frustrés, ce qui fait qu'aujourd'hui vous tapez à tout bout de champ sur la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya parce que tout simplement vous ne faites pas partie de l'équipe gouvernementale ou de l'équipe dirigeante tout au moins? Non, écoutez, nous on ne répond pas aux critiques en tant que mouvement citoyen et nous sommes respectueux des principes démocratiques et nous écoutons tout le monde et nous écoutons toutes les critiques, nous les capitalisons tous et puis nous regardons ce qui est utile dans ces critiques, nous nous approprions et ce qui n'est pas utile, nous les mettons à côté et pour continuer le combat. Et chacun peut faire son jugement, mais le FNDC est loin d'être un mouvement frustré.
Et c'est vrai que nous avons des convictions, nous défendons des valeurs et des principes qui dérangent certaines personnes. Et voilà, donc c'est aussi ça la vie et nous restons fermes. Et nous restons imperturbables dans l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire l'ancrage de la démocratie dans notre pays et puis le respect des droits humains dans notre pays. Oui, ami hier, ennemi aujourd'hui, avant de passer la parole à Zainab, qu'est-ce qui a favorisé ce climat? Qu'est-ce qui a causé le divorce entre le FNDC et le CNRD? Parce que vous avez tous fait quand même votre ronde de stars sur l'Axe. Hein. On se rappelle quand Mamadi a fini sa ronde, il a été acclamé par des citoyens de l'Axe appelé de la démocratie. Et vous aussi, hein, je me rappelle d'Enjani Alpha sur le toit d'un bus où vous étiez salués, accueillis comme des rois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, il faut d'abord qu'on rectifie, que vous rectifiez quelque chose d'extrêmement important pour nous. C'est le fait que vous pensez qu'il y a des ennemis et des amis avec le FNDC. Non, le FNDC n'est ennemi de personne, donc n'est ennemi de personne. Encore cela, il faudrait que vous intégrez de cela. Le FNDC n'est ennemi de personne. Nous sommes en train de travailler pour l'ancrage de la démocratie et les droits de l'homme dans notre pays. Nous l'avons dit, nous l'avons toujours dit que nous sommes des sentinelles de la démocratie. Ceux qui s'évertuent maintenant à remettre en cause les principes démocratiques, ça, ils vont sûrement rencontrer le FNDC sur leur chemin parce que ce sont des chemins opposés. Donc nous voulons l'ancrage de la démocratie et les droits de l'homme dans notre pays. Et ceux qui veulent le contraire, donc pratiquement il y aura des oppositions. Et c'est tout à fait aussi normal en démocratie. Donc nous sommes ennemis de personnes et nous avons un agenda citoyen que nous nous évertuons à mettre en œuvre tous les jours sur le terrain pour ne pas que le CNRD confisque le pouvoir du peuple. Oui, Zainab. À l'arrivée au pouvoir par le CNRD, la chose qui vous a d'ailleurs beaucoup plus marqué dans le discours, c'est le fait de parler de l'ordre constitutionnel, ce qui a été toujours votre combat. Malheureusement, depuis plus d'une année et quelques, 2 ans à peu près, des leaders des leaders d'opinion, si vous voulez, non, les anciens dignitaires du régime Alpha Condé croupissent en prison sans aucun procès. On a même entendu la cour de la CEDEAO qui s'est prononcée là-dessus. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'à présent. Quelle est votre lecture par rapport à ça? C'est une lecture désagréable, Madame Zainab. Comme vous-même vous l'avez évoqué, colonel, le 5 septembre avait demandé ou avait pris des engagements comme quoi la justice sera la boussole et que personne, aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions ou pour ses convictions. Aujourd'hui, nous sommes à 32 personnes tuées ou tuées par les forces de défense et de sécurité. Nous avons 107 personnes blessées graves et qui sont toujours en train de se soigner dans les hôpitaux et nous avons 12 handicapés à vie. Et par rapport à l'engagement du colonel que personne ne sera tué pour ses opinions, alors que lui, sous sa gouvernance, on a 32 personnes tuées sans qu'aucune enquête ne soit menée pour situer les responsabilités, c'est vraiment regrettable. Et certains encore sont en prison. Et il avait dit que la justice ne sera pas instrumentalisée. La justice sera la boussole qui va orienter chaque citoyen. À date, la justice guinéenne est tellement manipulée de telle sorte qu'elle n'a jamais été indépendante, aussi manipulée sous le règne du colonel Mamadi Doumbouya. Et les magistrats ont manifesté ici pour demander leur indépendance, pour exiger que l'exécutif respecte leur indépendance, que l'exécutif respecte les procédures judiciaires. Mais très malheureusement, le CNRD aujourd'hui se considère comme la justice. La justice est manipulée. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en exil, en violation de toutes les procédures judiciaires et légales en la matière,
C'est vraiment dommage, c'est très regrettable pour notre pays, surtout pour le CNRD qui viole cet engagement. Et c'est comme si c'est le régime d'Alpha Condé qui est venu sans Alpha Condé, mais avec le pire des actes. Bien, Yaya, dernière question. Le FNDC s'est lancé dans une vaste opération d'identification de biens mal acquis. Première question d'abord, est-ce que vous êtes associé de cette opération? Et ensuite, si oui, où en est-on avec cette opération d'identification de biens mal acquis? Et nous continuons de recenser déjà les biens mal acquis sur le plan national, sous-régional et international. Des citoyens de bonne foi, des citoyens engagés continuent de nous filer des informations et nous sommes en train de les collecter, les traiter, les centraliser et puis les diffuser à l'opinion publique nationale et internationale pour que les gens comprennent qu'il y a une véritable course à l'enrichissement illicite de la part du CNRD qui non seulement avait mis en place la CAF pour traquer les infractions économiques et financières. Aujourd'hui, nous considérons le CNRD comme des champions de la corruption, des champions des détournements des fonds publics, des champions en matière d'enrichissement illicite. Donc, vous allez voir chaque semaine, nous allons présenter les résultats, nous allons vous diffuser les résultats et vous comprendrez effectivement que ceux qui sont ici sont là pour s'enrichir au lieu de travailler pour le peuple. Une petite question, si vous me permettez. Allez-y. Et c'est la démission ou tout au moins la suspension de Diani Alpha de par lui-même de toutes les instances du FNDC. Dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu de ces retraits cachés de Diani Alpha? Je pense qu'il serait mieux que vous interrogez Diani Alpha pour qu'il vous donne les motivations de cette suspension. On vous pose la question, M. Camara, parce que ça s'est dit qu'il n'est pas d'accord avec la coordination sur un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, lui-même, il s'est considéré comme étant quelqu'un qui s'est naïvement lancé dans une marée dont il ne maîtrisait pas la profondeur. Est-ce que vous confirmez cela? Je pense qu'il est mieux placé pour répondre à cette question. Non, c'est à votre niveau. Vous êtes un des membres de la coordination, vous êtes un des leaders du FNDC. Le responsable de la mobilisation, c'est pas n'importe qui. Vous en savez quelque chose, M. Camara? Plutôt le responsable à l'organisation. À l'organisation, oui. Je vous demande d'interroger Diani pour qu'il vous donne les motivations. Mais rassurez-vous que tout va très bien au sein du FNDC, au sein de la coordination nationale, tout va à merveille. Bien, ce qui est déjà compris. Merci, M. Camara Alseni Farinta. Je rappelle que vous êtes le responsable à l'organisation du Front National pour la défense de la Constitution. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, on revient sur cet autre sujet parce que notre invité vient de décrocher, hein, il faut le dire, Yaya Diallo. On parle du cas Dr Youssouf Keïta, on en parlait tout à l'heure, Zainab Diallo. Est-ce qu'il a vraiment été le fédéral de l'UFR? On essaie de joindre Fodé Baldé qui a rappelé déjà, je pense que la régie à la réalisation, tout est bon. Monsieur Baldé, bonjour. Vaba lui-même, à la réalisation, ça ne va pas avec Vaba, l'image, attention Vaba. Bonjour Monsieur Baldé. Bonjour. Merci, merci d'intervenir dans cette émission Le Scanner. Ça n'a pas été facile ce matin, mais on arrive à vous joindre finalement. Oui, en tout cas, toutes mes excuses parce que je pense qu'il y avait de l'interférence, donc je n'arrivais pas, disons, voilà, à vous avoir également. D'accord. On parle du cas Dr Youssouf Keïta. Que savez-vous réellement? Qu'est-ce que nous devons retenir, nous journalistes, aujourd'hui? Puisque la nouvelle est passée, et elle s'est distillée rapidement, trop rapidement, elle s'est propagée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté? Est-ce votre fédéral de Gérékoré? Est-ce le fédéral de l'UFR de Gérékoré, M. Baldé? Je suis formel là-dessus, le fédéral de Gérékoré. D'abord, précision importante. Dr Youssouf Keïta n'a jamais été membre d'une structure du parti de l'UFR. Cette fois-ci, je suis formel là-dessus depuis la création de l'UFR en 92. J'ai pris la peine de vérifier les archives depuis ce matin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous m'avez appelé, j'étais entre les documents. Je peux vous certifier, vous rassurer qu'il n'a jamais été membre d'une instance du parti depuis sa création.
Donc cela dit tout simplement que l'actuel secrétaire fédéral de 001, d'ailleurs quand il dit 001, il ne connaît même pas comment est structuré le parti, parce qu'à l'USR nous avons 001 et 002. L'actuel fédéral de 001 s'appelle M. Fayouma Kamara. Sekou Fayouma Kamara, et l'autre 002 s'appelle Félix Doré. Mais ces Félix, tous sont encore en activité. Jamais Dr Youssouf Keïta, d'ailleurs inconnu des responsables du parti au niveau régional et au niveau national, ne reconnaît à lui avoir exercé ne serait-ce qu'une seule responsabilité au nom de l'UFR depuis sa création. Depuis sa création en 92. Bien. Donc pour vous, vous ne connaissez M. Youssouf ni d'Ève ni d'Adam au sein de l'UFR, c'est cela? Oui, on peut même dire que Fodé Baldé est rentré en Guinée tout récemment. Mais je dis encore une fois, les responsables du parti ne connaissent M. Youssouf, Dr Youssouf Keïta, ni d'Anda, ni d'Ève. Bien, Zainab Diallo. Monsieur Baldé, selon vous, qu'est-ce qui pourrait animer ce monsieur à s'attribuer un tel titre? Moi, je pense tout simplement que certains cherchent tout simplement à avoir le gros morceau quand ils veulent rejoindre un parti politique. Ça fait une bonne communication, non, de dire qu'on a quitté l'UFR pour un autre parti politique. Ça fait une bonne communication. Ouais. Et je pense que c'était ceux qui les recevaient étaient tout heureux, alors que ça reposait sur des nerfs. Donc je précise encore une fois de plus, Dr Youssouf Keïta, mais est inconnu du parti au niveau régional et national et n'a jamais exercé les fonctions de fédéral de l'UFR à Zérékoré. Bien, cette autre question, c'est que comptez-vous faire? Parce que déjà la nouvelle est partie, on a vu quand même votre démenti. Est-ce que vous allez poursuivre le monsieur? Est-ce que vous allez porter plainte ou bien vous laisser couler? Encore une fois, j'ai eu à échanger avec un directeur de publication d'un site internet et je lui ai fait savoir que c'était un peu difficile pour nous de donner une suite à cela pour la simple et unique raison. Pour la simple et unique raison, disons, le document qui est d'abord l'article qui explique cela n'est pas mis en guillemets ses propos qu'il s'est déclaré être le fédéral de l'UFR. Oui. Donc il nous est difficile de lui attribuer cela. Et j'ai lui appelé le DP de ce site internet pour lui demander est-ce qu'un commentaire de leur part ou c'est lui-même qui a tenu les propos. Alors si c'est un commentaire de leur part, alors je dis que c'est un commentaire dangereux. Si c'est un propos qu'il a tenu, je souhaiterais que cela soit mis en guillemets pour nous faciliter la suite, la conduite à tenir après. Bien. Mais fort malheureusement, ces sites n'ont pas daigné mettre ces propos en parenthèse, ce qui nous ferait dire que cela venait réellement de lui. Encore une fois, vous savez très bien que j'ai été même fois en justice pour mes tribunes. Donc, je sais plus ou moins comment est-ce que les choses se passent désormais. Donc, je prends le soin de renouer à notre niveau tout ce qui pourrait vraiment aider. Ok. Oui, Yaya Diallo. En fait, si c'est par rapport à ça, vous pouvez finir parce que ma question, c'est sur autre chose. Allez, vas-y. Alors, est-ce que vous avez... La question est de savoir, est-ce que vous avez pris la peine d'écouter Dr Youssouf Keïta? Non, nous n'avons pas à l'écouter. Je dis encore une fois de plus, c'est important, peut-être en l'écoutant, vous allez vous rappeler de lui, peut-être. Non, nous n'avons pas à l'écouter. Nous avons des structures qui fonctionnent. Quand quelqu'un dit avoir démissionné d'une structure, il nous revient tout simplement de vérifier d'abord au niveau de la structure, est-ce qu'il est reconnu? Oui, à la base. S'il n'est pas reconnu, il nous revient en tant que responsable de regarder les archives du parti. Est-ce qu'un certain Youssouf qui a figuré quelque part, Dr Youssouf qui a figuré quelque part? Quand tout cela s'avère vraiment, comme on appelle, disons, non conforme à ce qu'il a dit, d'abord pas ce qu'il a dit parce que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu parler, à ce qu'on a rapporté de lui. Encore une fois, je précise que si les propos venaient de lui, le professionnalisme aurait voulu que cela soit mis entre guillemets pour nous permettre de l'attribuer. Il peut dire en justice que je n'ai pas dit ça parce que ce n'est pas entre guillemets. Oui, évidemment. Donc je dis encore, si celui qui a écrit l'article l'a fait comme un commentaire, alors un commentaire dangereux. Ce qui est compris, déjà. Monsieur Fodé Baldé, l'autre question, c'est est-ce que vous estimez que c'est un coup de com' de votre adversaire? Moi, je dis encore, si c'est un coup de com', ce coup de com' nous a profité. Parce que cela a permis de montrer encore à la face du monde que nous restons dynamiques et que nos structures elles sont vivantes et que elles ne sont pas, nous n'avons pas de militants qui
qui démissionne à tout bout du champ. Et puis effectivement, ceux qui l'ont reçu avec, disons, dans la ferveur, doivent se rendre compte qu'effectivement, ils ont reçu quelque chose qui n'est pas vrai. Si réellement ces propos qui lui sont attribués sont vérifiés, encore une fois. Je pense que si les gens estiment qu'il est important que cela soit, mais cela sera. Mais toujours est-il que le président Sidya Touré n'a rien à se reprocher. Nous nous battons pour réunir les conditions de sa venue. Si les conditions sont réunies, il viendra dans le prochain vol. On ne va pas attendre que tous les problèmes soient résolus. Nous avons voulu qu'ensemble on puisse se concerter pour aller de l'avant. Mais si les gens sont réfractaires, mais nous n'allons pas vouloir faire le paradis pour tout le monde alors que certains ont décidé d'aller de l'autre côté. Pourquoi une concertation pour les retours? Pourquoi un retour concerté, collectif? Pourquoi? Encore une fois, nous sommes tous victimes du même fouet. Donc, cela suppose que nous avons... Il serait très intelligent qu'on essaie d'harmoniser nos points de vue et on essaie de se mettre ensemble pour pouvoir répondre. Bien. C'est qui est compris, hein, Diallo. Donc, il part d'une partie réfractaire, ça veut dire que c'est l'IFDG qui n'en veut pas, c'est cela? C'est important la précision. J'ai pas compris votre question. Vous parlez d'une partie réfractaire à cette proposition, ça veut dire que l'IFDG n'est pas partant de cette idée, c'est cela? Non, je n'ai pas dit, Non, mais s'il y a deux parties, il y a l'IFR et l'IFDG. Si vous nous parlez d'une partie réfractaire, ça sous-entend. Non, mais assumez vos propos, Baldé. Non, je précise. Non, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui m'assume. Alors, je me suis toujours assumé dans vos médias. Je précise encore une fois de plus que nous avons aimé l'idée. C'est moi-même qui ai donné l'idée à notre siège. Et depuis lors, nous essayons de faire des lobbies. Encore une fois, ce sont des propositions qui sont difficiles très souvent parce que ceux que vous contactez doivent encore suivre encore d'autres procédures pour pouvoir toucher ici et là. Et tout le monde, il y a des contours aussi à apprécier. Donc, nous estimons qu'il y a des partis, effectivement, qui sont réfractaires parce que tout simplement, ils ne gagneraient pas à ce que les leaders viennent. Je vais parler de ceux-là. Je ne parle pas de ceux qui veulent venir. Je parle de ceux qui ne gagneraient pas à ce que les leaders qui sont à l'extérieur soient de retour. Donc, c'est de ce que moi je parle. Je ne pense pas que l'UFDG soit dans cette posture. Et que d'ailleurs, leur lutte, je pense à ce stade, serait que les leaders viennent pour essayer un peu plus ou moins d'essayer de qualifier cette transition qui a pris une tournure vraiment très inquiétante. Bien. Vous dites que vous attendez que la justice tranche et que Sidya Touré soit rétabli dans ses droits pour rentrer au pays. Mais est-ce la seule raison qui empêche encore son retour quand on sait que beaucoup parlent de peur d'être épinglé par la justice? Encore une fois, je le disais tantôt que depuis l'arrivée de la crise, aucun dossier n'a été trouvé contre le président Sidya Touré. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes étonnés qu'on veuille brandir sa maison comme étant vraiment quelque chose pour pouvoir créer les conditions de son exil. C'est ce qui est regrettable. Bien. Monsieur Fodé Baldé, responsable de la cellule de communication de l'UFR. Merci, Monsieur Baldé, d'être intervenu dans cette émission, Le Scanner. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci bien et bonne journée du côté de l'UFR. Allez, on va terminer avec ce sujet. Reprise des opérations de déguerpissement, l'éternel recommencement. En quelques minutes, il y a Diallo, parce qu'on est déjà pris par le temps. On n'est que 5 à 6 minutes. Oui, il y a Diallo. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis entièrement d'accord avec le gouvernement. Là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, c'est que ce n'est pas la première fois, encore moins la deuxième fois, qu'on nous brandisse cette opération de déguerpissement qui contribue dangereusement à bloquer les différentes artères et qui occasionne malheureusement tous ces bouchons que nous sommes en train de constater. Vous êtes témoin à Symphonie à marché, à Temps marché. C'est un calvaire total. Non mais totalement, j'estime que je suis entièrement d'accord avec... On nous appelle les rois de la déviation. Non mais je suis... Non mais c'est quelque chose qu'il faut complètement, complètement régler. Mais il y a un citoyen qui m'apprenait que c'est un fait délibéré des agents de police, parce qu'aujourd'hui, peut-être demain on va parler, les opérations de contrôle des cartes grises et permis de conduire, plus les certificats de visite technique démarrent très bientôt. Donc les policiers sont obligés de créer ces bouchons pour avoir de la clientèle. C'est chaud dans le pays. Oui, ça c'est notre facteur qui est bien réel, mais ce qui se passe, j'ai fait mon constat à tout bout de champ, quand nous sommes ensemble, quand nous rentrons et quand nous venons ici.
à Symphonia, par exemple, aujourd'hui, depuis qu'on a annoncé cette opération, je constate quand même il y a peu de femmes qui sont... Il y a de la flexibilité. Tout à fait, qui sont visibles à l'intérieur ou à l'extérieur de ce muret-là qu'on a mis pour quand même stopper ou limiter, disons, l'occupation de certains artères. Je crois que c'est une idée à saluer. Moi, je suis entièrement et à 100%, disons, partant de cette idée du gouvernement-là, parce que ça nous permet à un certain niveau de minimiser, disons, ces embouteillages-là et certains accidents qui se font. Vous avez vu, à côté, à 20 mètres de Symphonia, vous avez vu cette collision qui a occasionné des morts. Ouais. Vous imaginez si c'était quand même en pleine journée, qu'est-ce que cela allait donner? Donc, j'estime qu'encore une fois, puisque d'ailleurs, le ministère de la Sécurité est impliqué là-dedans et je crois que le ministère de l'Urbanisme aussi, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués là-dedans. Je crois que cette synergie-là va nous permettre encore une fois, pas que de déguerpir, mais plus jamais mettre des dispositifs, parce que c'est cela aussi le problème. Quand vous prenez la transversale sur la T5 vers Sangoya, ça c'est autre chose. C'est indescriptible ce qui se passe là-bas. Il n'y a plus de passage. On ne peut pas continuer comme ça. C'est soit on est dans un état ou on ne l'est pas. Et là, je crois que l'État est dans son rôle. Et ce qu'il faut dire à l'État, c'est de renforcer les dispositifs pour que plus jamais, quand on déguerpit ces gens-là, qu'ils ne reviennent encore une fois. Parce que, il faut le dire encore une fois, c'est quelque chose qui est gênant et ça empêche, ça empêche la circulation. C'est coûteux. Non, mais totalement. Et ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde. Aujourd'hui, vous quittez chez vous, vous voulez arriver à l'heure, les gens, ils sont juste au milieu de la route là. On ne peut pas continuer comme ça. Et je crois qu'il faut appeler les autorités, en l'occurrence le colonel, d'aller beaucoup plus en profondeur. Les responsables, les administrateurs de ce marché-là doivent être interpellés. S'ils ne peuvent pas en synergie avec les polices ou la police communale, qui a des agents communaux, s'ils ne peuvent pas prendre les responsabilités pour... en premier temps de sensibiliser de sensibiliser ces femmes-là, et si elles n'entendent pas d'une bonne oreille, mais finalement, écoutez, il faut procéder à la force publique, c'est cela aussi l'État. Et je crois que c'est nécessaire, c'est important, c'est urgent, il faut complètement libérer ces artères-là. Bienvenue dans notre paradis à nous, la République de Guinée. Zainab Diallo, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui c'est des fonds qui sont dilapidés, hein? Puisqu'il faut le dire, c'est une opération coûteuse, hein. Je le dis parce que les tracteurs rentrent en jeu, les machines rentrent en jeu, il y a un boulot qui commence, il faut que l'État sorte de l'argent. Est-ce qu'on va continuer dans cet éternel recommencement ou faire une solution envisageable pour à long terme, 10 ans, 20 ans? Une solution pérenne. Je pense que c'est le lieu de parler de tout ça, parce qu'à l'arrivée quand même du colonel, on a vu que déguerpir les encombrants physiques et tout était l'une de ses priorités. Et voilà quelque chose que moi particulièrement j'ai salué, parce que tous les régimes qui sont passés se sont attelés à cet exercice. Malheureusement, ils n'ont pas reçu. On a vu ici le temps de Alpha Condé, des montants, comme vous le dites, qui ont été déboursés à cet effet, mais qui n'ont pas servi à grand chose. Quand vous prenez l'exemple sur le marché de Magnalan, qui se trouve à la tannerie, c'était un endroit carrément impraticable. Quand vous venez ici le soir, vers 17h, vous avez peur quand vous voyez un camion venir de Matoto et qui veut aborder ce carrefour, que ce camion ne se renverse sur les citoyens, et des motards, des étalagistes, des motards, des chauffeurs de taxi qui venaient se garer après juste le carrefour, là où doivent se tourner les camions et tout autre véhicule venant de Matoto. Je pense que quand j'ai vu le colonel réussir ce pari, j'avais dit waouh, félicitations. Et jusqu'au moment où je vous parle, ce lieu est encore praticable et ça donne une très belle vue à la commune et à nos routes. Bien. Je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut s'atteler. Je pense que tant que les citoyens ne comprennent pas ce à quoi nous voulons aboutir, il ne faut pas lâcher prise. Bien. C'est vrai que c'est un éternel recommencement, mais ça a tout son pesant d'or. Comme on l'a dit, ça donne une belle image à la capitale. Mais Yaya a dit quelque chose tout de suite qui est important. Il faudrait se tourner vers autre question qui nous ramène à se dire pourquoi ces femmes insistent à s'asseoir aux abords de la route. Certainement qu'ils déversent quelque chose à quelqu'un qui fait que cet entêtement vient de ces femmes-là. Donc il faut aller en profondeur, cogiter, savoir est-ce qu'il n'y a pas de manigance, de corruption au niveau même de ceux qui sont chargés à veiller à ce que ces femmes-là ne retournent pas sur ces lieux. Bien, Zainab Diallo, dans le scanner. Merci Zainab, on est vraiment taxé par le temps.
J'espère qu'on reviendra sur ce sujet Ouais, on de reviendra. long en large et celui également des vignettes et autres, Oui. surtout. Vendredi, surtout, parce que c'est un vendredi de développement. Pourquoi ne pas avoir un acteur des transports ou en tout cas un acteur de la sécurité routière qui peut vraiment nous expliquer tout cela? Ce serait très important. Yaya Diallo, merci. Merci, patron. Merci à l'équipe technique du jour, conduite par Omar Diallo Idiba. À la régie radio, nous a accompagné les mains magiques de Mamadou Diallo, assisté de Kandé Sanko. À la régie télé, c'est notre sorcier Vabako Ivogi, Sanso, Melika Sitaotaek et Robert Kourouma. Infographie Traoré Ibrahim à la production, Alpha Taïboussila et notre infatigable à la réalisation Michel Ouamounou. On se reprend demain, même heure, même fréquence sur le média du développement Kavi Média. D'ici là, restez en notre compagnie. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.